Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce Disputandum, le débat citoyen consacré ce soir au site Seveso en Nouvelle-Aquitaine. 15 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, l'inquiétude des populations reste vive tant sur l'origine du feu que sur les éventuelles conséquences du nuage de fumée. En Nouvelle-Aquitaine, près de 90 000 personnes résident à proximité d'un site Seveso, situation seuil haut, faut-il le préciser, des populations qui ont appris à vivre avec ce risque. En Gironde, le dernier accident en date remonte au 3 avril 2016 à Bassens. Ce jour-là, par miracle, l'explosion d'un camion-citerne d'une usine Seveso n'avait pas fait de victimes, mais on avait frôlé la catastrophe. Alors comment se prémunir de ces accidents industriels ? Faut-il renforcer les contrôles, déplacer ces usines loin de l'habitat ? Quels sont les sites les plus sensibles ? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Olivier Perrault. Vous êtes responsable de l'unité départementale de la DREAL de la Gironde. Hervé Guérard, vous êtes le maire de Bayon sur Gironde. Et enfin, Christian Vigneault-Saunier, vous êtes le vice-président de l'association Claire Aubaret, une association de riverains du bec d'Ambès. Alors, avant de vous donner la parole, on va revenir sur ce qui s'est passé le 26 septembre dernier à l'usine de Rouen. C'est un reportage de nos confrères de France 2. D'où est parti le feu, le jour de l'incendie de Lubrizol ? 10 jours après le drame, son origine reste inconnue. Le feu s'est-il déclaré dans l'entrepôt de Lubrizol ici en rouge, dans celui de Normandie Logistique ici en bleu, ou à l'extérieur de ces deux bâtiments ? Selon nos informations, les travaux de sécurisation sont encore en cours et les experts incendies n'ont pas encore pu procéder aux constatations. En attendant, chacun défend son entreprise. Dès le lendemain, Lubrizol estime peu probable que l'incendie ait commencé dans son usine. Je suis très étonné de voir un incendie qui démarre comme ça, en pleine nuit, à un endroit où il n'y a personne. Selon un représentant du personnel, à l'arrivée des premiers salariés avant les pompiers, le feu se trouvait à l'extérieur du grand hangar. Si le feu avait débuté à l'intérieur selon lui, le début d'incendie aurait notamment été noyé par un système de douche. Pour lui donc, le feu a démarré en dehors du site Lubrizol. Alors s'est-il déclaré chez Normandie Logistique ? L'entreprise réfute cette idée. Aucun indice ne nous permet de penser que cela puisse être parti de chez nous. 10 jours après le drame, est-il normal d'être dans une telle incertitude sur l'origine du feu ? Selon un expert incendie que nous avons joint par téléphone, la violence du sinistre complique l'enquête. S'il y avait un bâtiment, il est totalement détruit. Les traces qu'il y a sur les murs, sur les parois, qui permettent de dire un peu plus précisément où le feu a démarré. Mais si tous ces éléments constructifs ont disparu, il est difficile de retrouver l'endroit précis du départ de feu. La clé viendra peut-être de l'analyse des vidéosurveillances de Lubrizol. Elles sont en cours d'exploitation par le parquet. Alors Olivier Perrault, on va évidemment parler de nos sites en Gironde, dont vous êtes chargé de faire le contrôle pour la DREAL. Là, si on veut revenir un peu sur ce qui s'est passé en Rouen, on entend il y a une incertitude au fond sur l'origine de l'incendie. Qu'est-ce qu'il y a de difficile ? L'enquête a du mal à démarrer sur ce sinistre-là. Qu'est-ce qui est difficile après un incendie comme ça, Monsieur Perrault ? Bonsoir Monsieur Cagnato. J'aurais du mal à dire plus que ce qu'a dit l'expert incendie. L'ampleur de l'incendie sur place rend difficile l'expertise. Oui, c'est toujours la même chose dans toutes les situations. C'est difficile de remonter à l'origine de l'incendie. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de l'incendie de CD-Trans qui s'est passé en 2016 à Bassens, dans Bordeaux Métropole. On met beaucoup de temps à trouver les causes de l'incendie. Dans tous les cas, comme toute situation accidentelle, arriver sur site après un incendie fait que vous n'avez pas énormément d'éléments permettant de juger immédiatement quelle était l'origine. Ouais. Francis Vigneault-Saunier, je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association du bec d'Ambès, où c'est évidemment un territoire où il y a une concentration de sites Seveso. On entendait M. Perrault nous dire que c'est difficile évidemment d'abord sur le plan d'enquête déjà de diagnostiquer l'origine du feu. C'est arrivé évidemment, il y a eu des incidents sur la presqu'île d'Ambès. Vous-même, vous avez été confronté à ces difficultés d'information ? Oui, tout à fait. Et il y a déjà un premier point dont on peut être sûr, c'est que les systèmes automatiques qui auraient dû fonctionner ont ou mal fonctionné ou pas fonctionné pour éteindre l'incendie. Le directeur de l'usine lui dit lui-même, on a des systèmes automatiques, mais
apparemment, le feu a quand même gagné la totalité du stockage. Donc c'est qu'il y a quand même déjà une carence de ce côté-là. Hein. Et si vous voulez, pour en revenir à la presqu'île d'Ambès, la plupart des industries, quand même, sont relativement jeunes, en quelque sorte, et assez bien équipées en éléments de sécurité pour éteindre, pour refroidir, pour prévenir. On va revenir tout à l'heure sur les mesures qui sont prises à la fois en interne, les protocoles qui sont mis en place. Je voudrais donner la parole au maire de la commune de Bayon. Alors vous êtes de l'autre côté de la Dordogne, hein, juste en face du bec d'Ambès, mais malgré tout, c'est une commune qui rentre dans le plan de prévention des risques. Et effectivement, M. Cagnato, donc la commune de Bayon-sur-Gironde. Pour nous la situer, elle est de l'autre côté. Elle n'est pas sur le bec d'Ambès. Pas totalement. Par contre, l'usine, l'établissement qui nous concerne, c'est DPA Bayon, donc qui contient des produits pétroliers potentiellement inflammables. Nous faisons confiance, bien sûr, à l'exploitant. L'exploitant, c'est la première barrière qui va maîtriser les risques à la source. Après... Mais par exemple, sur les incidents qu'il y a déjà eu, puisqu'on faisait allusion à quelques incidents déjà, qui se sont manifestés sur la presqu'île, le bec d'Ambès, est-ce que vous aviez, constaté des effets sur votre commune ? Moi je suis maire de la commune depuis 2014. A priori, il y a eu peut-être des événements qui ont eu lieu auparavant, mais je n'ai pas pu analyser finement les conséquences. Et je sais effectivement qu'il y a eu une affaire en cours qui est traitée du point de vue administratif au tribunal qui concerne le déversement de produits pétroliers dans la Gironde, qui n'est pas totalement terminé, me semble-t-il. Mais l'exploitant DPA, j'ai toute confiance en lui. Cet exploitant me paraît sérieux. On va parler au fond des relations entre l'exploitant, l'administration et puis évidemment les élus. C'est essentiel, cette communication. Alors, Olivier Perron, on va évidemment revenir sur la fonction de l'Adréal, sur votre fonction sur ces sites. Mais pour rester là sur l'incendie de Rouen, on voit bien qu'il y a à la fois, il faut déterminer les causes de l'incendie. Ça, c'est un effet direct. Et puis, il y a aussi l'impact indirect. Alors, c'est ce nuage de fumée dont on parle et pour lequel il y a là encore une vraie incertitude. Alors, les questions de toxicité sont pas simple en fait, pas simple à comprendre, pas simple à expliquer. Nous, on fait la distinction entre ce qui est toxicité aiguë, c'est-à-dire que vous allez être exposé à une substance qui va avoir un effet immédiat sur vous. De l'ammoniac, une substance de ce type-là peut avoir un effet immédiat. Dans le cadre de l'accident de Lubrizol à Rouen, nous ne sommes absolument pas trouvés dans un cas pareil. Il n'y a eu aucun mort, si on fait la comparaison avec l'incendie d'AZF, tristement connu, où vous avez eu 31 morts. Alors, c'était lié à des effets de surpression. Mais en tout cas, nous, dans le cas de Lubrizol dont on parle, il n'y a pas eu d'effet toxique. Il y a eu 5000 tonnes, un peu plus de 5000 tonnes de produits chimiques qui ont explosé, je crois, c'est ça à peu près le... Je ne me permettrai pas de donner... Mais en même temps, on n'a pas su tout de suite quels étaient ces produits. Est-ce que c'est normal ? Alors, on peut connaître à peu près les types de produits dont il va s'agir, les catégories de produits. La difficulté essentielle qu'on avait, c'était de savoir quels étaient les produits issus de la combustion de ce produit-là. Parce qu'en fait, vous avez, quand vous mettez en combustion un produit, en fonction des conditions dans lesquelles il va entrer en combustion, vous allez avoir différents types de sous-produits. Et c'est là où on atteint la question de la toxicité, mais qui n'est pas de la toxicité aiguë. C'est pas immédiat, il ne va pas y avoir un effet immédiat. Il peut y avoir... en fonction de la quantité, en fonction de la durée d'exposition, et donc ça dépend beaucoup de la météorologie, des effets. Un aphorisme populaire, c'est la dose qui fait le poison. On est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez des substances qui peuvent être toxiques au-delà de certains effets, qui peuvent être toxiques au-delà de certains effets et d'un certain temps d'exposition. C'est ces deux aspects-là, le temps d'exposition et la quantité, qui vont déterminer de la toxicité qu'on appelle chronique, c'est-à-dire pas aiguë, ça ne va pas vous tuer immédiatement, ça ne va pas avoir un effet immédiat sur vos organes, ça pourra avoir un effet à plus long terme. D'accord. Francis Vigneault-Saunier, qualité de vice-président de cette association, vous avez été confronté justement à ces nuages qui peuvent être au fond toxiques et pour lesquels on peut se poser beaucoup de questions. On a été confronté il y a quelques années à un nuage d'hydrogène sulfuré qui s'est répandu sur la presqu'île d'Ambès. Effectivement, il n'y a pas eu de mort, mais il y a quand même eu des gens qui ont été indisposés momentanément, quoi. Et c'était quand même... le lieu du sinistre était quand même à plusieurs kilomètres du centre d'Ambès, quand même.
vous voulez. Donc, on est quand même impacté. Alors, à des degrés différents, mais si vous voulez, l'hydrogène sulfuré, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la respiration. D'accord. Bon, en tout cas, je voudrais préciser qu'on a essayé d'inviter des industriels sur ce plateau. Alors on peut comprendre que, sans doute que le contexte est peut-être pas favorable pour venir s'exprimer, mais en tout cas, cet incident de Rouen aura eu une vertu chez certains de ces industriels qui nous ont ouvert leurs portes. C'est le cas de cette entreprise Eurocop à Saint-Junien, dans le Limousin, qui fait partie des 9 entreprises classées Seveso. Et c'est un seuil haut, d'ailleurs, dans cette entreprise, sur l'échelle des risques. Les explications d'Emmanuel Denano. Regardez ce qui s'y fait. Aux portes de Saint-Junien, depuis 1973, la société Eurocop fabrique des produits phytosanitaires. Classée site Seveso, l'entreprise est passée du seuil haut de dangerosité au seuil bas en réduisant ses stocks. J'ai des matières premières dangereuses, j'ai des produits finis dangereux. Tous les produits dangereux qu'il y a dans l'entreprise sont sur ce site-là. C'est la bouillie bordelaise ? La bouillie bordelaise, voilà. C'est composé de quoi, la bouillie bordelaise ? La bouillie bordelaise, c'est de la chaux. C'est de la chaux et c'est du cuivre métal qui a été... C'est-à-dire c'est du sulfate de cuivre qui a été neutralisé à la chaux. Alors ça, c'est la copie du magasin. Dans le magasin, il y a des... Donc c'est le stock. Il y a des rangées, c'est le stock qu'il y a dans le magasin. Et ça, quotidiennement, il est mis à jour. Absolument. Ce tableau, il est fait pour, au cas où, s'il y avait un incendie. S'il y a un incendie, on va pouvoir vous dire de suite, même si moi je ne suis pas arrivé, même si la responsable n'est pas arrivée, on pourra vous dire de suite, voilà. Les pompiers sont au courant. Et ça, voilà. Dans telle rangée, c'est ça. Ici, on a les différents produits qui posent problème. Et ici, leurs différents moyens d'extinction. Conscient du danger des produits utilisés et de leur impact sur l'environnement, depuis 5 ans, Francis Gutiérrez opère une transition plus écologique. C'est du bicarbonate de potassium, mélangé avec des adjuvants, et ça nous donne un fongicide bio. Donc il y a cette transition que vous opérez, vous tendez vers le bio. Là. Voilà, c'est ça. Vous comprenez que c'est compliqué pour quelqu'un de comprendre que des produits phytosanitaires peuvent être bio ? Oui, parce je pense qu'on explique mal aux gens. On ne va pas traiter pour éliminer, on va traiter sur la plante pour qu'elle se défende elle-même de truc. C'est-à-dire ce sont des biostimulants. Sécurité environnementale oblige, l'entreprise a sa propre station d'épuration et envoie ses déchets dans un incinérateur du département. On est quand même sur un site Seveso en termes de sécurité. Il y a quoi ? Il y a tout ce qu'on peut avoir comme système de sécurité. Donc, les appareils, les systèmes d'incendie, il y a tout le truc, il y a les contrôles à l'entrée. Le camion, il n'est pas rentré comme ça, il a fallu qu'il donne ses... c'est pareil. Hein. Bon, on a des points de rassemblement, on a des alarmes incendie. Hein. Le site est bien protégé. Le site est bien protégé, quoi. Ça vous a marqué, Rouen ? Oui. Oui, ça m'a marqué, et ce qui m'a marqué surtout, c'est je ne comprends pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas que des sociétés à ce niveau-là, c'est haut, qu'il n'y ait personne qui soit capable de dire de suite aux autorités, voilà ce qu'on a comme stock. Voilà ce qu'on avait dans l'usine. D'ici 5 ans, Eurocop devrait faire dans le 100% produits phytosanitaires bio et devrait de fait ne plus être classé site Seveso. Alors là, Olivier Perrol, on voit ce chef d'entreprise qui se dit stupéfait de penser qu'on ne pouvait pas connaître la nature de tous les produits de ce site. C'est étonnant. Il y a une instruction de la ministre du 2 octobre qui oblige maintenant à connaître cette liste en dehors de l'usine. Alors, l'obligation de connaître la liste des produits sur site, celle-là, elle existe déjà. Hein. Quand on a un Seveso qui est autorisé, on autorise aussi un certain nombre de produits et de substances à être présents sur site. Donc, dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation, on mentionne quelle est la typologie des produits qui peuvent être présents. Donc, on ne peut pas tout mettre sur un site Seveso. Il faut bien garder ça en tête. Hein. Le ministère chargé de l'écologie nous a envoyé une instruction le 2 octobre 2019, donc suite à l'accident de Rouen, effectivement,
notamment, pour rappeler aux exploitants cette obligation-là et leur demander surtout de s'assurer que cette liste est disponible en dehors du site, au cas où il y aurait un sinistre sur le site, pour qu'on puisse avoir accès à cette donnée-là. C'est le cas sur la plupart des sites aujourd'hui, mais c'est vraiment un rappel absolument indispensable suite au retour d'expérience de Lubrizol. Il y a un point essentiel qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement, donc les Seveso notamment, le retour d'expérience de ce type d'événement est extrêmement utile. Il sert toujours à faire avancer la manière dont on réglemente les choses. Il faut quand même préciser, Francis Vigneault-Saunier, qu'il y a plusieurs degrés dans l'échelle des risques Seveso. Donc c'est aussi le cas sur la presqu'île. Toutes les entreprises ne se valent pas en matière de risque. Non, mais si vous voulez, je suis choqué de savoir qu'un chef d'entreprise n'est pas capable de savoir ce qu'il y a dans son entreprise. Il existe ce qu'on appelle les plans particuliers d'intervention, où tout doit être marqué avec des fiches réflexes. Toutes ces choses-là sont parfaitement listées. Donc là, il y a quand même de grosses lacunes, Maintenant, pour en revenir sur la presqu'île, j'ai participé en tant qu'observateur neutre à justement ces exercices, ils se passent et on sait exactement où sont les produits, les quantités et sur ce plan-là, à ma connaissance, moi, il n'y a pas de problème chez nous. C'est ça. Vous vouliez rajouter quelque chose, Olivier Piron ? Simplement insister sur un point. Les arrêtés préfectoraux prévoient la typologie de produits et les quantités maximales. La question qu'on peut éventuellement se poser, c'est quel était le jour du sinistre, la quantité exacte qu'il y avait. Mais de toute façon, monsieur mentionnait les plans particuliers d'intervention, ceux-là sont basés sur la quantité maximale qu'on peut avoir de produits sur site. Donc la question qui peut se poser, c'est plutôt à quelle quantité on était exactement, et puis dans une typologie, quel type de produit exact il pouvait y avoir. Justement, oui, Hervé Guérard, vous êtes qualité de maire, vous avez toutes ces informations à la mairie ? Alors, je voulais revenir sur un point, M. Cagnato, c'est la presqu'île d'Ambès, pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Comprend 3 établissements classés Seveso, donc DPA, Axco Nobel et Cobogal. Ces 3 établissements... Seuil haut, pour le préciser. Donc, certes, DPA a des produits inflammables, des liquides inflammables potentiellement. Axco Nobel, fabrication de spécialités pour l'industrie papetière. Et Cobogal, c'est un dépôt de GPL et un centre remplisseur. Voilà les 3 problématiques que nous avons à gérer. Ce qui est intéressant à relever, c'est que pendant 2 ans, la DDTM, avec la DREAL, ont travaillé sur l'étude des risques et on a abouti en octobre 2018 à un nouveau plan de prévention des risques technologiques qui est d'application à Bayonne, mais il est également à Ambès, à Saint-Seurin-de-Bourg et à Mâcon, qui est basé sur l'étude du risque, l'urbanisation qu'on doit avoir sur la presqu'île, ce que disait M. Vigneault, c'est également les quantités de produits chimiques que l'on peut avoir sur place. Donc tout ça, ça a été étudié et formalisé dans le PPRT qui est d'application actuellement. Ce plan de prévention des risques technologiques, c'est un élément fédérateur pour nos communes et surtout, c'est l'élément qui va nous permettre de savoir effectivement les risques qu'on a sur la presqu'île, l'urbanisation qu'on va pouvoir gérer ou pas. Est-ce qu'il faut délaisser des populations, analyser par exemple au niveau de la presqu'île d'Ambès, sur le territoire de Bayonne, nous avions 4 habitations. On s'est posé la question de ces 4 habitations, 2 appartenaient au port autonome et 2 appartenaient à DPA. L'idée, est-ce que, compte tenu des risques, est-ce qu'on peut laisser ou pas ces habitations D'accord, parce qu'elles étaient en première ligne, plus proches de la presqu'île, c'est ça. Sur Ambès, effectivement, il y a d'autres habitations qui sont également à gérer dans le cadre de l'urbanisation. Donc actuellement, les plans de prévention des risques technologiques... Donc quand vous dites, on s'est posé la question, vous auriez pu, en qualité de maire, prendre un arrêté municipal pour demander à ces populations de quitter leur maison ? Non, on a fait ça en concertation avec les services de l'État. La commune de Bayonne peut effectivement prendre un arrêté sur le droit de préemption urbain pour dire voilà, ce terrain-là, je peux le... Parce qu'il y a un risque. Parce qu'il y a un risque, on peut le prendre. Actuellement, toutes les communes concernées par un PPRT rénové peuvent prendre un DPU sur leur commune. Mais ce que je voulais dire au travers de ça, c'est que ces nouveaux PPRT ont anticipé les risques, ont anticipé le fait que
qu'est-ce qu'on fait sur l'urbanisation, qu'est-ce qu'on fait sur l'exploitant. Le PPRT, plan de prévention des risques technologiques, il faut bien le préciser. Oui. Et puis surtout, c'est quelle information et quelle concertation je fais avec le public, parce qu'effectivement, il y a un événement, il faut que les communes et le maire en priorité sachent quelles actions je mets en œuvre si le préfet ou le sous-préfet m'indique que ma commune est impactée par des produits qui sont dans l'atmosphère, par exemple. Ouais. Voilà. Olivier Perrault, juste pour distinguer entre le seuil haut et le seuil bas, on l'a un petit peu évoqué, quelle est la différence entre ces deux seuils ? En termes de classement, c'est une histoire de quantité de substances dangereuses présentes sur site. Mais ce n'est pas sur la nature des produits, c'est sur la quantité stockée. Alors, la rubrique des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit en fonction des typologies de danger des produits, des seuils qui seront classés seuil haut ou seuil bas, pour faire simple. D'accord. Alors, on va peut-être évoquer avec vous le rôle de l'Adréal, qui est votre rôle à vous. Au fond, vous êtes un peu le gendarme de ces entreprises. Vous les contrôlez. C'est vous qui faites en sorte que les protocoles de surveillance soient appliqués. C'est tout à fait ça. On peut effectivement nous assimiler à un gendarme des installations classées pour la protection de l'environnement. Si vous voulez, pour parler de ce qu'on fait, je vais peut-être repartir de ce que disait Monsieur le maire. Les PPRT, en fait, le plan de prévention de risques technologiques, ça vient des études de danger. Sur chaque site, on va essayer, nous, de réduire le risque à la source. Vous avez un risque d'effet hors site. On va travailler avec l'industriel pour que ce risque soit réduit au maximum. Une fois que ce risque est réduit, il peut rester des effets sur les habitations autour. Dans ces cas-là, on a un plan de prévention des risques technologiques qui va permettre de gérer l'urbanisme autour de ces sites. Ensuite, nous, on a un rôle de contrôle, les gendarmes. On va aller vérifier par des contrôles assez fréquents. Les CVO seuil haut, c'est 4 à 5 fois par an que mes équipes se rendent sur place pour vérifier que toutes les hypothèses qui nous ont menés à évaluer ces risques sont bien respectées. Est-ce que c'est bien les produits qu'ils avaient prévus qui sont présents sur place ? Est-ce que c'est dans les bonnes quantités ? Est-ce que les murs coupe-feu qui étaient prévus sont bien présents, etc. Après, si jamais nous avons un sinistre, parce qu'on ne sait jamais, nous gérons aussi tout ce qui est moyen d'intervention. Donc ça, on le fait en partenariat, bien entendu, avec le SDIS, les pompiers, pour voir si les moyens d'extinction d'incendie sont bien présents sur site, pour voir si tout est bien prévu pour agir en cas de sinistre. Et c'est là où on commence à parler des PPI, donc monsieur en a parlé tout à l'heure, les plans de particuliers d'intervention, où là, c'est comment est-ce qu'on associe toute la population en cas de sinistre. Et dans ce cadre-là, on doit nous informer la population à travers certains types de réunions publiques, à travers des relations avec les maires, etc. D'accord. Oui, vous pouvez mettre, je dis des amendes, vous avez... On a deux types de sanctions qu'on peut donner, des sanctions administratives et des sanctions qui passent par le procureur. Sanctions administratives, on fait des mises en demeure et des amendes, des astreintes, des choses qui peuvent toucher au porte-monnaie, voire jusqu'à des suspensions d'activité dans des cas où il y a un risque imminent. On a aussi des actions à travers le procureur qui peuvent, lorsqu'il y a des délits notamment. Et ça arrive souvent ? Oui, alors pour le coup, les mises en demeure, c'est quelque chose qui nous arrive assez fréquemment, et les astreintes, c'est effectivement quelque chose qu'on pratique assez fréquemment. Encore une fois, c'est que les industriels ne se conforment pas au plan de prévention des risques que vous avez formulé. Alors, ils ne se conforment pas à leur arrêté d'autorisation. Quand on dit ne pas se conformer, il faut voir aussi de quoi il s'agit. C'est-à-dire que nous, on va mettre une mise en demeure, même lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un extincteur qui n'a pas été révisé à la fréquence prévue. Donc, on va mettre une mise en demeure. Est-ce que pour autant, ça veut dire que le danger est imminent ? Bien sûr, bien entendu, non. Donc, quand je vous dis qu'on met des mises en demeure régulières, il faut savoir raison garder. Il ne s'agit pas, bien entendu, à chaque fois qu'on met une... Il n'y a pas de situation hors norme à votre connaissance, de gens, de sociétés qui seraient vraiment aujourd'hui, qui prendraient un risque. Non. Si on était dans on en reste au niveau de l'extincteur, c'est ça ? On en reste à des niveaux où le risque est géré. Si on était dans des situations vraiment limites, bien entendu, comme je vous le disais, il y a la question... Vigneault-Saunier, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord quand même, parce qu'il y a des fois des mises en demeure où elles sont techniques, où il y a des éléments de sécurité qui ne sont pas opérationnels alors qu'ils devraient l'être. Ça, c'est très clair. Donc, et l'usine fonctionne quand même.
Alors là-dessus, effectivement, quand je vous parlais de l'extincteur, c'est une mesure technique pour nous. C'est du même type. Les inspecteurs les inspecteurs de l'unité départementale de Gironde, c'est des scientifiques, c'est des gens qui sont techniques, qui vont sur place voir exactement qu'est-ce qu'il manque, quelles sont les lacunes et quels peuvent être les effets. Encore une fois, si on se retrouve dans une situation où on pense, après analyse, nous, on fait vraiment l'analyse des dangers à chaque fois. Si après analyse, on considère qu'il y a un danger imminent, on proposera une suspension d'activité. Ça peut arriver. C'est arrivé. Ça pourrait arriver, mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce cadre-là. Alors, vous le disiez, monsieur le maire, en Gironde, un territoire concentre 3 sites Seveso seuil haut. Il s'agit de la presqu'île d'Ambès. Alors, comment vivent les riverains sur cette presqu'île? Une semaine après l'incendie de Rouen, Marie-Pierre Debrigeon et Didier Bonnet se sont rendus sur cette zone industrielle du bec d'Ambès. On regarde leur reportage. À Ambès, même la statue du poilu de la Première Guerre mondiale a son masque à gaz. Aujourd'hui encore, la prévention du risque fait partie du quotidien des 3200 habitants. Un panache de fumée, des usines et des riverains. Cet ouvrier agricole travaille à 2 pas de l'entreprise chimique Yara. On y fait avec. Tant qu'il n'y a pas de problème, on vit très bien à côté, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que s'il y a un problème, on est les premiers concernés vu qu'on est à côté. Vivre à côté d'un site industriel, c'est aussi parfois des nuisances olfactives, comme ce couple de retraités a pu le constater. Quelques odeurs, des fois, qui viennent, et on se pose des questions, d'où ça vient, est-ce que c'est dangereux ou pas. Pour les autorités, pas question de minimiser le risque d'accident. Les entreprises stockant d'importantes quantités de produits dangereux sont régulièrement contrôlées. On intervient le plus fréquemment possible sur le terrain, sur les Seveso seuil haut, donc les sites qu'on a notamment à Ambès et Bassins, on les inspecte à minima 1 fois par an. Notre objectif est vraiment d'être le plus possible présent sur le terrain pour vérifier finalement que toutes les prescriptions qu'on peut avoir sur ces installations sont respectées. Depuis 2007, la mairie d'Ambès a mis en place un plan communal de sauvegarde. Il est actualisé périodiquement. Chaque commune a obligation d'avoir, on le disait tout à l'heure, un PCS, un plan communal de sauvegarde pour agir en fonction d'un événement donné. Et on a obligation de distribuer tous les 2 ans un document d'information communale sur les risques majeurs. Est-ce que la population est suffisamment informée? J'ai envie de dire, on ne l'est jamais assez. Une information d'autant plus importante que la zone industrielle du bec d'Ambès concentre à elle seule 7 sites classés Seveso. Alors Francis Vigneault-Saunier, 7 sites classés Seveso, d'où au fond l'utilité d'une association de riverains dont vous êtes le vice-président. C'est ce qui a concouru à ce que vous soyez présent sur ce site-là, enfin en tous les cas que l'association y soit. Comment au fond les gens vivent avec ce risque permanent? Apparemment, ils vivent bien, dans l'insouciance. Ils ne sont pas conscients du risque, parce que la plupart des gens qui étaient conscients et qui avaient travaillé dans toutes ces usines Seveso, maintenant, sont partis, plus ou moins. Ils ont été remplacés par des gens qui ne sont pas du tout au fait de ce qui se passe dans ces usines. Donc les gens, non, ils réagissent à l'événement, c'est tout. Mais pour le moment, il ne se passe rien. Tant qu'il ne se passe rien, c'est parfait. Et vous êtes la sentinelle, l'alerte au cas où il se passerait quelque chose. Donc vous êtes vigilant. Plus que ça même. J'essaie justement de développer cette culture du risque pour les gens, parce qu'on considère que quelqu'un qui a été bien averti, mais c'est quelqu'un qui se sauvera. Ouais. Alors ça, c'est aussi le rôle de l'élu que vous êtes, Monsieur Guérard, de faire en sorte que la population soit avertie. Alors vous vouliez me parler du plan de sauvegarde que vous êtes chargé de mettre en place. Tout à fait. Bon, auparavant, comme le disait Monsieur Vigneault, actuellement, le développement d'une culture du risque est absolument indispensable. Ça, je crois que c'est peut-être un élément important. C'est ce qui fait défaut, c'est ce que peut-être vous ce dites. qui fait défaut. Cette culture du risque, elle est valable pour toutes les industries Seveso, elle est valable pour d'autres industries à risque aussi, et on retrouve des parallèles très forts. Cette culture du risque, elle pourrait être mise en œuvre, par exemple, dans les lycées. Elle passe par la communication. Elle passe par la communication, par le public, par l'école, etc. Comme on fait actuellement des actions de sensibilisation sur l'écologie, par exemple. Parallèlement, les préfets et les maires ont... Mais il y a des journées portes ouvertes, je vous coupe, mais les entreprises font des journées portes ouvertes qui sont accessibles, je pense, vous me disiez ça tout à l'heure, Monsieur Vigneault, qui sont assez accessibles à la population, donc on peut aller voir ce qui s'y fait dans ces usines.
Oui, on peut toujours, mais vous savez, l'application de la connaissance du risque, elle part dès le plus jeune âge, me semble-t-il. Et après, nous, ce que nous allons mettre en œuvre, c'est le plan de prévention des risques technologiques qui a été validé par le préfet de la Gironde. Il est d'application dans les 4 communes que je vous ai citées. Puis derrière, nous le déclinons au travers d'un plan communal de sauvegarde qui décline de manière opérationnelle les actions à mener si le préfet nous demande de confiner parce qu'il y a un événement qui va arriver où il y a une suspicion de dégagement de produits toxiques, par exemple. Donc ce plan de communal de sauvegarde, c'est une organisation quand même qui va cadrer, certes l'équipe municipale, mais qui va donner au maire les grandes lignes de ce que je dois faire en matière de communication avec la population. Est-ce que je dois confiner les gens? Est-ce que je dois en évacuer ou pas? Tout ça, ça se réfléchit et ça se met en œuvre au travers du plan communal de sauvegarde qui détaille tout ça. On pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure. D'accord, cette culture de risque, Olivier Perrault, dont parlait le maire, elle n'est pas suffisante aujourd'hui, donc elle passe par de la pédagogie, des portes ouvertes, mais c'est aussi peut-être aussi le rôle de l'ADREAL que de faire en sorte que peut-être les populations concernées le soient un peu plus. Si vous voulez, le risque, nous, c'est ce qu'on gère au quotidien. Hein. C'est vraiment notre ADN, on va dire. Cette culture, c'est ça. C'est vraiment la culture, effectivement, de l'inspection des installations classées, parce que le risque zéro, on a beaucoup de mal à considérer qu'il soit garanti. Hein. En termes d'information et de communication, nous, on a différents outils. Alors, on parlait tout à l'heure des PPI. On a des exercices qui sont faits autour de certains sites Céveso. Donc, il y en a eu un en 2017 à Ambès. On en a eu un autre en 2015. C'est des exercices qui se font de temps en temps. Je crois que vous avez un reportage dessus sur un exercice PPI fait dans le 47 la semaine dernière. Nous avons en fait ces exercices qui permettent de sensibiliser la population parce qu'en fait, elle associe tout le monde. Elle associe les écoles, elle associe les maires, elle associe les services de l'État, les pompiers et l'ADREAL. Par ailleurs, pour aussi sensibiliser les gens, nous avons des commissions de suivi de site. Ces commissions de suivi de site, c'est des réunions qui ont lieu annuellement, qui permettent d'informer les maires, les associations de riverains, de la situation, de ce qui s'est passé sur un site pendant toute l'année. Ils sont faites où, ces réunions Elles sont faites habituellement dans les mairies. Donc elles sont ouvertes à la population. Ça, y a une... Elles sont ouvertes. Alors après, c'est surtout les associations de riverains et les élus, hein, bien entendu, qui y participent. Elles permettent de faire le point annuellement sur un établissement. Alors notamment, tout à l'heure, je parlais des mises en demeure. S'il y a une mise en demeure, une sanction, c'est le genre d'informations qui seront relayées. Absolument, c'est obligatoire lors de ces commissions de suivi de site. Ça permet aussi à tous les représentants qui sont présents lors de ces commissions de suivi de site de savoir, d'avoir cette culture du risque qui se bâtit. Si on parle d'Ambès en particulier, du fait des risques particuliers liés à la présence de Céveso, on a développé des plaquettes qui ont été diffusées à l'ensemble des riverains qui permettent de savoir comment se comporter en cas d'accident. Si vous voulez, s'il se passe un accident dans l'une des installations d'Ambès Nord, vous allez avoir une sirène, il y a un certain nombre de choses à faire. Il ne faut pas forcément sortir de chez soi, même si le contraire, il faut rester confiné chez soi. Il ne faut pas céder à la panique. Il y a un certain nombre de choses qui sont dans ces plaquettes. Voilà. C'est exactement celle-là, donc il existe la même sur Bassins, qui permet aussi de diffuser à tout le monde, à tous les particuliers et les riverains, les comportements à avoir en cas d'accident. Donc ça participe de la culture du risque. Ce qui m'imagine que ce que dit M. Perrault, ça fait écho chez vous, M. Saunier, Vigneault-Saunier. Quand on voit dans le cas d'espèce, là on dit aujourd'hui, au fond, il y a de plus en plus de mesures de sécurité, de plus en plus de contrôles, et puis malgré tout, il y a un accident. Alors au fond, on se demande pourquoi il y a encore un accident. On disait que le risque zéro n'existe pas, bien sûr, mais on peut considérer que c'est plus là un problème humain, plutôt. Ah oui, moi je pense qu'il y a des défaillances à tous les niveaux. Mais qui sont plus humaines puisque quand on voit le nombre Mais vous savez, souvent dans les incidents ou les accidents, il y a l'humain on n'a pas fait ça alors qu'on aurait dû le faire. On a stocké... C'est toujours l'origine humaine, je sais. Je peux poser souvent, cette question. En grande partie, hélas.
Ouais. Hélas. C'est pour ça que la formation dans les entreprises est indispensable, les exercices sont indispensables. Mais je voudrais revenir sur le problème de l'information des gens et de la culture du risque. Il y a un vecteur qui fait l'unanimité de tous les gens, c'est les enfants. Il faut passer par les enfants pour toucher les parents. Si vous informez les enfants, ils se prennent au jeu et après ils posent des questions aux parents et on arrive à progresser beaucoup comme ça. Les enfants, c'est absolument indispensable. C'est ce qu'il fait dans les écoles. C'est ce qu'il fait dans les écoles. J'ai bien peur que non. Pas bien. Et si vous voulez, il y a des réticences. Ça fait pas partie de leur travail. Ils n'ont pas la formation adéquate. Mais moi, je suis persuadé qu'une des solutions, elle est là. On peut poser la question au maire de la commune de Bayonne. Est-ce que sur votre commune, il y a une autre solution. Elle est à côté de moi. C'est les gens de la Réal. Il a dit, monsieur, ils sont un peu les gendarmes. Et c'est impératif. Le travail qu'ils font est très, très intéressant. Quand vous lisez tous les décrets qu'ils font et pour que les entreprises puissent fonctionner, vous voyez que c'est du travail, que c'est très bien fait. Et si les industriels appliquaient réellement tout ce qui est marqué dans ces décrets, je pense qu'on aurait déjà beaucoup moins d'accidents. Justement, pour revenir sur cette pédagogie du risque dont parlait M. Vigneault-Saunier, dans vos écoles communales, est-ce que cette pédagogie elle est enseignée ? À ma connaissance, pas suffisamment. Non, mais vous, comme maire, vous en parlez aux enseignants de la commune ? Effectivement, au travers des exercices qui sont faits par les professeurs des écoles, j'en ai assisté récemment, où on teste dans l'école de Bayonne, par exemple, les mesures de confinement qui sont nécessaires si, par exemple, j'ai un nuage qui vient de la presqu'île d'Ambès qui se dirigerait vers notre commune. Donc ça, c'est une action concrète qui est validée quand on parle d'action de confinement, c'est-à-dire arrêt des ventilations, fermeture des portes, étanchéité, etc. C'est l'élément clé de la protection immédiate. Alors après, je ne parle pas de l'évacuation, mais c'est déjà un grand point s'il n'y a pas d'enfants à l'extérieur, si les parents ne viennent pas chercher leurs enfants à l'école, etc. Tout ça, ça fait partie de la culture du risque et ça limite effectivement l'impact des produits qui sont éventuellement dans l'atmosphère sur la protection de l'humain. Je pense que ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il faut renforcer les contrôles ? Est-ce qu'il faut être plus drastique ? Est-ce qu'il faut rajouter du contrôle au contrôle, Olivier Perrault ? Ça, c'est notre travail de tous les jours. Nous, notre objectif, c'est d'être présent sur le terrain. Mes équipes, elles sont en permanence en inspection. On réalise un peu plus de 250 inspections par an. Est-ce que les outils ont évolué aussi, techniquement ? Alors, les outils réglementaires déjà, parce que nous, on se base sur le droit. Notre objectif, c'est de faire appliquer le droit. Donc, les outils ont évolué. Ils ont évolué au fur et à mesure des différents retours d'expérience. On parlait tout à l'heure de l'accident de 2007 avec un stockage de pétrole qui s'était déversé dans la Garonne. Ça, en fait, ça a mené à un retour d'expérience sur le vieillissement des installations de stockage. Et depuis, on a une réglementation qui s'est mise en œuvre, enfin qui a été adoptée sur cet aspect-là, et qui fait l'objet de contrôles réguliers sur est-ce que les industriels suivent bien le vieillissement de leurs installations. Vous pouvez le comprendre, à partir du moment où vous commencez à avoir de la corrosion, ça peut arriver jusqu'à l'accidin. Donc l'idée, c'est d'anticiper tout ça. Est-ce qu'il faut justement attendre l'accident pour en arriver là ? Parce qu'on peut quand même déjà anticiper sur ce genre d'événement. Là-dessus, on aurait pu peut-être anticiper, mais vous avez plein de micro-événements qui peuvent nous aider à construire ce retour d'expérience. Notre travail est d'essayer d'anticiper, bien entendu, mais il faut bien faire attention à une chose. Nous, on est là pour faire agir dans le cadre du droit. On ne peut pas nous-mêmes créer une nouvelle norme. Après, comme vous le mentionniez tout à l'heure, il y a la question de la défaillance humaine, qui est essentielle. Comme l'a montré l'accident de 2007, c'est pas forcément une défaillance humaine. Ça peut être une défaillance technique, c'était le cas. Dans les défaillances humaines, il faut bien voir que nos contrôles consistent pas simplement à aller vérifier que l'extincteur était de la bonne date, ni que la corrosion est bien gérée. On interroge en fait les opérateurs pour savoir s'ils connaissent bien les procédures, s'ils savent ce qu'il faut faire. On a des exercices qui sont déclenchés,
qui permettent de vérifier que tout le monde est bien informé et sait bien quoi faire en cas de situation accidentelle. On fait des tests des systèmes d'incendie. Donc, alors que rien n'était prévu, on va aller sur site et on va demander à ce que ce qu'ils appelaient des douches dans le premier reportage, donc des sprinklers, soient déclenchés, ou des moyens d'extinction d'incendie soient déclenchés pour vérifier que tout est bien conforme à ce qui est prévu. Donc la défaillance humaine, elle est aussi gérée dans le cadre des inspections. Ça, c'est un point essentiel. On ne se contente pas de regarder que les aspects procédés et purement techniques. Monsieur Vigneault-Saunier, vous n'avez aucun droit en qualité d'association, vous n'avez pas de droit d'entrée, de vérification. On est même persona non grata. Ah oui, vous n'avez pas de relation avec les chefs d'entreprise? Si, pour discuter, mais faut pas trop gratter en quelque sorte parce que ça se passe pas trop bien des fois. Je voudrais revenir sur l'accident de 2007 qui quand même est très significatif. Il faut savoir que ce bac qui a perdu son fond de réservoir, il sortait d'une révision décennale. Or la révision décennale, c'est la révision la plus importante dans une industrie. Tous les 10 ans, quand on fait. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et quand on a cherché un peu, on a trouvé qu'effectivement, comme dit monsieur, il y avait des tôles qui étaient un peu trop rouillées, qu'il aurait fallu remplacer. Donc qui est responsable là, alors, à votre avis? Là, il y a eu un jugement, on laisse faire les experts, mais enfin, si vous voulez, c'est un cas d'école quand même. Ouais. Vous, en qualité d'élu, vous avez un lien permanent avec ces industriels, vous allez souvent les voir, vous discutez souvent, vous mettez souvent en place des scénarios? Alors... Depuis notre élection 2014, on essaye tous les ans de rencontrer l'exploitant DPA, Bayon. Ça nous permet déjà de visiter l'installation, quel sont le nombre de cuves qui sont en service, quel est ce que disait monsieur de Landréal, c'est quel est le potentiel de risque que j'ai sur le site DPA. C'est important que le maire de la commune sache ce qu'il y a dans les cuves. Beaucoup sont vides d'ailleurs. J'attire l'attention sur le fait que sur la pointe de la presqu'île d'Ambès, il n'y a que 4 cuves qui sont en service, le reste étant vide de matière. C'est important également vis-à-vis du risque incendie, puisque si j'ai pas de matière, j'ai moins d'éléments qui vont se consumer. Le patron de l'entreprise Don DPA nous fait visiter l'installation. On a vu par exemple que le réseau d'incendie avait été amélioré, que les bacs de rétention, ce que dit M. Vigneault, les bacs de rétention, ils avaient fait des murets pour contenir la submersion au cas où il y a un déversement accidentel du fioul vers l'estuaire. Donc on regarde quand même, l'exploitant nous montre que l'évolution technique et la maîtrise du site est faite par l'exploitant en premier lieu. Voilà. C'est ça. Vous ne faites pas de contrôle des eaux, par exemple, puisque là on est dans le cadre d'une presqu'île où il y a la Dordogne. Vous ne faites pas de contrôle sur la qualité des eaux, Landréal? Alors on parle de risque accidentel là, mais en fait nous sommes aussi responsables des risques, ce qu'on appelle les risques chroniques, donc tout ce qui est émission dans l'air de manière chronique, liée à l'exploitation normale, tout ce qui est émission dans l'eau, effectivement nous avons des contrôles, on a des contrôles inopinés qui sont faits également sans que l'exploitant soit informé de la date. On a un certain nombre de points qui nous permettent de nous assurer que tout va bien, y compris en fonctionnement normal de l'installation. Et là vous confirmez que tout va bien au bec d'Ambès? Aujourd'hui, sur le bec d'Ambès, on n'a pas de signal rouge. Alors, il y a un autre site en Nouvelle-Aquitaine qui concentre un maximum de sites Seveso, c'est le bassin de lac en Béarn. On va retrouver tout de suite d'ailleurs Olivier Rançon pour nous expliquer un peu la typicité de ce bassin avec un certain nombre de sites Seveso. Sur le site du bassin de lac, 13 usines sont classées Seveso de seuil, ou autrement dit à risque majeur. Et on retrouve des grands noms de la chimie comme Sanofi ou encore L'Oréal. Ce secteur est l'un des 5 en France à accueillir des sites industriels à risque de cette ampleur. Les contrôles, vous l'imaginez, sont donc réguliers. Une quarantaine d'inspections par an, nous indique Yves Bouleg, le responsable de la DREAL des Pyrénées-Atlantiques. Du côté de l'industriel américain Lubrizol, aucune communication, pas de son
pas d'image. L'incendie de Rouen ne devrait pas avoir de conséquences sur l'usine de Mourinx. En effet, les activités des deux sites sont bien distinctes. Le maire de Mourinx, Patrick Laurent, n'a pas reçu d'appel inquiet de la population. Tout le monde ici met en avant la culture de la sécurité du bassin de Lac. Il faut dire que les exercices de sécurité sont réguliers. La population est avertie par des sirènes, des riverains qui peuvent aussi être prévenus par SMS en cas de problème. Alors on parlait des sites Seveso importants en Nouvelle-Aquitaine, c'en est un, Olivier Perrault, le site du bassin de Lac est un site important. Est-ce que, compte tenu de la concentration des risques sur un bassin comme ça, il y a une sécurité encore plus renforcée ? Alors j'aurais du mal à m'exprimer sur un autre département, hein, mais effectivement, vous avez un PPRT, donc plan de prévention des risques technologiques spécifique à l'ensemble de... Qui est le même en fonction, quel que soit le territoire. C'est les mêmes protocoles qui s'appliquent. C'est les mêmes protocoles, mais c'est par contre adapté à la situation locale. Hein. Donc là, vous en avez un qui est commun à Mont et à Lac, qui permet de gérer tout ce qui est urbanisme autour. Vous avez des exercices particuliers. Le fait que vous ayez un nombre d'installations assez important concentré à cet endroit-là amène à avoir des exercices coordonnés plus fréquents peut-être. Ouais. Ça augmente le risque, la concentration augmente oui, forcément, je pense statistique, ça augmente le... Ça dépend vraiment de quel risque on parle aussi. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer sur ce qui se passe à Lac, puisque je ne suis pas responsable de cet aspect-là. Mais... On ne peut pas comparer le site de Lac et celui d'Ambès, c'est pas du tout les mêmes produits. Nous n'avons pas les mêmes substances présentes dans les entreprises, donc ce n'est pas les mêmes risques. Ouais. On y reviendra d'ailleurs sur ces usines à proximité de l'habitat à la fin de cette émission, voir si au fond... on ne pourrait pas envisager de peut-être les déplacer. Enfin, c'est une question qui a été posée. On peut d'ailleurs vous la poser, monsieur le maire. Mais quand il y a eu l'étude du plan de prévention des risques technologiques, la question a été réellement posée pour les communes, ce qui appartenait à Bayon et ce qui appartenait à Ambès. Est-ce qu'il y a des maisons à déplacer parce qu'elles sont trop près des risques, trop près des installations ? Est-ce qu'il faut bloquer des terrains parce qu'elles ne sont plus aptes à l'urbanisation ? Mais tout ça, ça interroge sur le fait que les villes se sont construites près des usines. Ça, c'est la conséquence un petit peu de... Ou l'inverse. Ou l'inverse, mais on a les deux situations. Non. Je crois qu'on n'est pas d'accord à gauche. Non, mais la question mérite d'être posée, non, Monsieur Vignossoni, est-ce qu'on pourrait... Bon, bien sûr, les habitats sont là, mais on ne peut pas déplacer les habitats, mais est-ce qu'on a souvent dit... il y a eu des exemples d'usines en ville dont on a considéré... AZF, par exemple, qui a été un cas typique. Oui. Donc, on a considéré qu'on maintenait près d'un habitat une usine extrêmement dangereuse. Oui, sauf que Yara s'est installé à proximité de la ville d'Ambès, avec 2800 habitants. À l'époque où cette usine s'est installée, j'ai été le seul à protester et à dire que cette usine était beaucoup trop près d'un centre de vie de 2800 habitants, alors qu'il y avait des terrains industriels beaucoup plus loin, et sur la presqu'île, qui aurait pu être utilisés, ce qui n'a pas été le cas. C'est un choix politique ? Oui, vous voulez répondre à ça ? C'est incontestable. En fait, vous mentionniez AZF, c'est très important, les plans de prévention des risques technologiques qui viennent d'AZF. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est de dire... c'est un fait. Il y a des villes qui sont des villes qui sont construites autour d'usines ou des usines qui sont implantées au cœur des villes. Comment est-ce qu'on va gérer l'urbanisation autour ? Il y a un point quand même essentiel avec Lubrizol. Il n'y a pas eu d'effet immédiat sur les habitations autour du site. Il n'y a pas eu de mort comme il y a pu avoir à AZF. Donc en fait, ce qu'on essaye de gérer nous aujourd'hui et ce qu'on gère à travers ces plans de prévention des risques technologiques, c'est le fait qu'il n'y ait pas de personnes directement exposées à des effets de surpression, à des effets thermiques, à des effets toxiques. C'est ça notre objectif aujourd'hui sur les questions urbanistiques. Les plans de prévention des risques technologiques ont été adoptés de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir des gens qui soient dans les zones d'effet, en fait. Et c'est là où il y a pu avoir, effectivement, dans certains cas, ce n'est pas le cas chez nous, mais des expropriations, parce qu'il y avait des habitations qui étaient vraiment trop proches. Tout ça a été géré pour que, malgré la proximité des habitations, les gens ne soient pas dans les zones de risque. On a réduit les effets et on a interdit la construction. Donc là, vous confirmez, par exemple, que sur la presqu'île d'Ambès, il ne peut pas y avoir d'effet direct
d'une explosion dans une usine classée Seveso. Oui, c'est pas possible. Le plan de prévention des risques technologiques est là pour éviter ça. Après, qu'il y ait des effets du type indirect, comme les nuages, du type nuage, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui ne sont pas gérées par le plan de prévention des risques technologiques. Ce qu'on ne veut pas, c'est que s'il y a une explosion chez un exploitant, comme il y a pu avoir chez AZF, on ait des gens qui soient immédiatement concernés. Le PPRT sert à ça. En complément de ce que dit monsieur, si vous le permettez, c'est que le plan de prévention des risques technologiques de la presqu'île d'Ambès, qui est d'application actuellement, il est applicable et il vient modifier les plans locaux d'urbanisme. C'est directement, c'est-à-dire que, on voit bien l'évolution qui a été faite. Il y a des risques, on a un plan de prévention des risques technologiques, et là, il y a un impact sur le plan local d'urbanisme d'application. Donc, c'est-à-dire qu'on ne construit pas là où il y a vraiment des risques identifiés au préalable. D'accord ? D'accord. Alors, depuis l'incendie de Rouen, le gouvernement a annoncé, vous le disiez, des mesures de contrôle de sécurité supplémentaires. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. En début de semaine, à Bon-Encontre, dans le Lot-et-Garonne, l'entreprise classée Seveso a donc procédé à un exercice de simulation. Sur place, le reportage de Jean-Michel Dagné et Philippe Turpot. En cas de sinistre, incendie ou fuite de produits, cette sirène retentira. Pour cette fois, c'était une simple répétition du plan d'intervention censé préserver les employés et les riverains de l'usine. Dès qu'il y a une alerte ou autre, il faut mettre en place des lignes téléphoniques, il faut barrer les rues, il faut pouvoir stocker, il faut pouvoir alerter la population. Et donc ces plans d'intervention qui se font au niveau de la commune comme vous l'avez aujourd'hui sont destinés à cela. Fabrique de produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique, l'usine a déjà connu un incident en mai 2004 qui fit un blessé léger. Après l'accident de Rouen, pourquoi ces usines classées Seveso haut niveau sont-elles installées près des habitations ? C'est un problème. Nous avons sur la Genée 2 usines classées Seveso. En fait, ce sont souvent des usines qui étaient là historiquement, placées à des endroits. C'était une petite zone industrielle et donc là, à Bon-Encontre, c'était une zone industrielle. Elle s'est développée. Un périmètre de sécurité de 400 mètres autour de l'usine est prévu en cas d'émanation ou d'incendie. Une zone qui semble bien dérisoire, aussi proche d'une ville. Alors là, on est dans le cadre d'un PPI, on va bien préciser ce qui est différent. PPI, on peut avoir quelques explications, Olivier Perrault. Donc, les plans particuliers d'intervention, ils sont là pour organiser les services de secours, organiser la gestion de l'accident après l'accident. Donc c'est quelles sont les zones où il va falloir du confinement, comment est-ce qu'on va informer la population, quelle route il va falloir couper, comment les services de secours, les pompiers d'un côté, les gendarmes de l'autre vont pouvoir intervenir. Tout ça, c'est géré dans le cadre de ces plans particuliers d'intervention, comme ça a pu être le cas donc à Bon-Encontre la semaine dernière. Vous avez vécu ce genre d'événement J'ai vécu en exercice. En exercice, oui. Et si vous voulez... Il y a un autre plan dont on ne parle pas, c'est le POI, c'est le plan d'organisation interne qui, lui, est à l'intérieur de l'entreprise, en quelque sorte. Alors là, c'est le directeur de l'entreprise qui gère. Mais dès que ça sort de l'entreprise, même si le nuage y sort, eh bien, obligatoirement, ça passe en PPI. Et là, c'est plus lui qui gère, C'est le préfet, c'est le SDIS, c'est le maire. Tandis qu'autrement, souvent, ce qui se passe, et c'est un peu dommage, les gens attendent le maximum pour appeler, pour prévenir, parce qu'ils ne veulent pas que ça sorte de l'entreprise. Et puis, des fois, c'est catastrophique. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui s'est passé là, à Rouen. C'est des suppositions dont on va... pour lesquels on va être resté prudent, monsieur Vigneault-Saunier. Sur le PPI, vous me disiez, monsieur le maire, c'est pas les maires, c'est la responsabilité du préfet. Mais on a vu ce maire, vous y êtes associé. Vous avez vous-même, la commune a ces simulations À ma connaissance, on n'a pas réalisé sur la commune de Bayon une simulation. Par contre, pour que tout le monde comprenne bien, le POI, c'est effectivement, comme dit monsieur, c'est interne exploitant. Le PPI et du ressort, le plan particulier d'intervention et du ressort du préfet. Ça en fait des plans. Et après, tout ça, c'est il ne faut pas confondre tout. C'est-à-dire que s'il y a un événement, donc l'exploitant informe le préfet ou son représentant, qui informe le maire s'il faut derrière évacuer et tous les secours, comme le disait monsieur à côté.
chacun a son rôle. Et ce qui est important, c'est que chacun connaisse bien son rôle et qu'on ne mélange pas tout. C'est-à-dire que si l'État a son rôle par le préfet, le maire a son rôle avec les habitants, etc. Et l'exploitant a bien sûr son premier rôle aussi. Tout ça, c'est bien structuré, bien organisé. Si chacun connaît bien ses documents, si chacun connaît bien les actions qu'il doit mener, et s'il y a des entraînements, et s'il y a de la communication, et au travers des documents qui doivent être diffusés au sein de la population, on peut améliorer la culture du risque et on peut se prémunir d'événements comme celui qui est arrivé à Rouen, par exemple. C'est ça. Alors après chaque catastrophe, le retour d'expérience, vous le disiez, est évidemment extrêmement utile et il donne des enseignements. Vous parliez d'AZF. Là, en la matière, l'usine de Rouen, Lubrizol, on peut supposer que le retour d'expérience puisse amener des éléments nouveaux, notamment, alors on parle de ce fameux nuage de fumée pour lequel la population reste encore très circonspect sur les effets, les conséquences. Je peux vraiment pas m'exprimer sur ce qui s'est passé. Non, mais en matière de retour d'expérience, on peut supposer que là encore, c'est quelque chose qui peut être utile, y compris pour l'Adréal, non ? Alors l'histoire nous le dira. Nous, en termes de communication, ça sera sans doute utile pour bien expliquer la distinction entre un risque toxique aigu immédiat et un risque lié aux produits de combustion. Au-delà de ça, sur la manière dont ça s'est passé, ce qui s'est passé réellement sur site, vraiment, le REX, il est très loin d'être fait pour l'instant. Pour l'instant, oui, l'enquête n'a rien annoncé. Il nous reste un peu plus de 4 minutes. Je voudrais qu'on essaie de voir ensemble, avec le temps qui nous reste, ce que vous souhaiteriez, enfin en tous les cas, vous, qui êtes l'association du Bec d'Empesse, qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui pour que, au fond, cette cohabitation avec les industries chimiques de votre territoire soit mieux, comment on peut pour vous améliorer la sécurité dans votre presqu'île du Bec d'Ambès ? Le premier vecteur, il est très clair. Il faut que l'Adréal dispose des moyens en personnel pour pouvoir contrôler efficacement toutes ces usines. Donc ça, parce que c'est vraiment le gendarme, ils sont tout à fait compétents et à partir du moment où ils seront suffisamment, ça sera déjà un gage de sécurité. Le deuxième point, il faut que les gens soient informés. C'est pas de la communication qu'on veut, c'est de l'information réelle, loyale et sincère. Et le troisième point, comme je vous l'ai déjà dit, il faut passer par les enfants pour essayer de développer un maximum cette culture des risques. Monsieur le maire, c'est un peu la même question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir pour que justement cette culture du risque et puis au fond cette sécurité des sites soit améliorée ? Je pense que c'est plutôt une synthèse de ce qu'on a entendu là, c'est-à-dire il faut qu'on améliore la culture du risque au sens large. Alors ça passe par les écoles, ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça passe également par les entraînements. Bon, c'est très difficile effectivement de réaliser des exercices en grandeur nature pour dire un événement se passe sur la presqu'île, quel impact ça a sur ma commune, etc. Avoir les documents les plus clairs possibles, les mieux explicites. Et tout ça, ça doit contribuer logiquement à améliorer toutes ces organisations qui s'enchevêtrent entre elles. Ça, c'est mon avis. Olivier Perrault, vous n'avez pas les moyens, j'entendais M. Vigneault-Saunier dire qu'il faudrait que l'Adréal ait les moyens de sa politique, de ses contrôles, qu'il y ait plus de personnel, il y a un déficit ? C'est difficile pour vous de le dire, mais vous pouvez répondre en tous les cas à M. Vigneault-Saunier. Exactement. En fait, on n'aura jamais les moyens suffisants pour répondre à ce que tout le monde souhaiterait. Ça, c'est sûr que tout le monde aimerait que le gendarme soit dans l'entreprise tous les jours pour vérifier ça. Donc ça, c'est sûr que c'est pas notre action aujourd'hui. Nous, notre action aujourd'hui, c'est d'être le plus proche du terrain possible, de multiplier les contrôles inopinés, c'est-à-dire d'arriver vraiment sans que l'exploitant soit informé de manière à ce que tout ne soit pas parfait quand on arrive, parce que ça, c'est ça peut arriver aussi. Oui. Ça pourrait arriver. Oui. Donc nous, on a augmenté significativement cette année le nombre de contrôles inopinés qu'on va faire dans les installations, et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver des problématiques qui pourraient mener à des situations qu'on ne souhaite pas voir arriver. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est plutôt de diversifier nos méthodes d'action pour réussir à trouver le problème qui pourrait Et avoir. On a parlé du Bec d'Ambès, mais en Gironde, il n'y a pas que ce site-là, il y a d'autres sites, on peut les citer, les plus probants.
Alors aujourd'hui en Gironde, nous on s'occupe de tout ce qui est installation classée pour la protection de l'environnement. Donc il y a 450 sites en Gironde ça fait beaucoup. Qui sont soumis à autorisation. L'un des plus connus, c'est l'usine Smurfit. C'est pas du tout un Céveso, mais par contre nous on le suit au titre des risques chroniques, donc les problématiques d'odeur, d'émissions dans l'eau, d'émissions dans l'air, c'est nous qui le suivons. En termes de risque accidentel, vous avez aussi à Pauillac un dépôt d'hydrocarbures, vous avez des installations de pyrotechnie à Saint-Médard-en-Jalles. Vous avez à Bassins, donc on parlait d'Ambès, mais vous avez également à Bassins, autour du port, un certain nombre d'installations, Cerex-Agri, Michelin-Simorep, etc. Aujourd'hui, on a 17 Céveso seuil haut en Gironde. Donc sur les 450, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Céveso seuil haut aujourd'hui. Nous, c'est 17 installations sur les 450 qu'on suit dans le département. Merci beaucoup pour cette expertise. Merci à tous les trois de nous avoir amené votre témoignage sur ce dossier sensible après évidemment cette usine de Rouen. Restez fidèles à notre débat citoyen et bonne soirée à tous.